Alors que le programme national de lutte contre le tabac 2023-2027 vise à poser les bases d'une génération sans tabac d'ici à 2032 et on peut tous s'en féliciter, les autorités de santé se montrent plus frileuses quant à la mise en avant de la cigarette électronique en tant que solution de sevrage. Les témoignages que nous avons recueillis dans cette série d'épisodes Docteur, j'ai arrêté nous prouvent que la vape a pourtant été utile à de nombreux fumeurs, tous milieux confondus. David Hanin, directeur d'un média spécialisé dans la vape depuis plus d'une décennie, apporte son expertise dans une rétrospective de l'émission. Bonjour David. Bonjour. Alors vous avez suivi avec attention toutes ces émissions. Oui. On va revenir comme ça, invité par invité, avec les messages clés, et puis vous allez nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé et comment aller plus loin. Dans une émission, on a reçu Christophe qui a offert une vape à ses 7 employés fumeurs. C'était notre chef d'entreprise dynamique. Ouais. 2 d'entre eux, grâce à la cigarette électronique, ont arrêté le tabac. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure qui pourrait être étendue, voire devenir systématique dans le monde du travail? Alors, c'est une très bonne mesure dans le sens où, en effet, ça encourage le bon geste, ça encourage d'arrêter de fumer déjà. Et on sait aussi qu'il y a une grosse perte de... Si on parle en termes purement capitalistes, il y a une grosse perte de rentabilité dans les entreprises due au fait que les employés fument, parce qu'ils tombent plus souvent malades, ils sont plus souvent en arrêt maladie. C'est pas uniquement à cause de la pause qu'ils font, parce que la pause, ils la font aussi avec la cigarette. Il y a la pause, mais cette pause, elle est quelque part nécessaire quand on travaille. Par contre, c'est vrai que cette pause, elle est plus fréquente chez les fumeurs aussi, il faut le savoir. Et malheureusement, ils tombent aussi plus souvent malades. Donc c'est aussi encourager et peut-être améliorer la productivité d'une entreprise que de faire ça. Et bien entendu, avoir des employés en bonne santé, c'est toujours c'est la base d'une entreprise en bonne santé. Donc ouais, j'aimerais bien que ce soit généralisé et qu'on encourage les chefs d'entreprise à faire ça dans leurs locaux, ne serait-ce que voilà, pour les raisons qu'on a citées précédemment. Vous dirigez un média qui est autour de la vape. Est-ce que c'est des messages que vous essayez de faire passer, de véhiculer justement des expériences comme celle de Christophe, chef d'entreprise? Est-ce que vous communiquez auprès des entreprises? Alors, on ne communique pas directement auprès des entreprises à proprement parler. On fait tout un tas d'émissions, on a notre site internet, on fait tout un tas de choses comme ça qui permettent aux gens de s'informer, parce que c'est vraiment ça le truc avec la vape, c'est de savoir, connaître la nicotine, avoir un peu une vague idée de ce que c'est qu'une addiction, comment ça fonctionne. Et une fois qu'on a compris ces choses-là pour le tabac, c'est beaucoup plus facile de comprendre pourquoi la vape c'est mieux. On n'a pas de combustion, il y a quand même nettement moins de produits dans un liquide que dans une cigarette qui brûle. Il n'y a pas de goudron non plus, donc il y a tout un tas de choses comme ça qu'il faut comprendre, et aussi pourquoi on est accro à la cigarette. Donc ouais, on essaye de communiquer le plus possible, que ce soit avec des chefs d'entreprise ou des gens voilà, du grand public. Et après, libre à eux d'être le relais dans leur milieu pour pouvoir faire un peu de prosélytisme et faire des émules. La deuxième émission, c'était Alice qui était étudiante en communication. Elle nous a raconté avoir fumé en suivant un effet de mode. C'est souvent le cas quand on démarre le tabac. À votre avis, quelles sont les mesures à mettre en place pour lutter contre cette tendance justement vers le tabagisme de la part des étudiants et se tourner? Alors, on est d'accord, la e-cigarette, c'est à la place du tabac. C'est pas chez les non-fumeurs. Oui, bien sûr. Bien sûr. Déjà, comme je le disais avant, cette éducation, elle vient aussi, elle doit être placée tôt. Je pense que plus tôt on parle de ça, plus tôt on parle d'addiction, de nicotine, de ce que ça fait, de quel point c'est dur de s'en défaire aussi quand on est fumeur, le mieux. Maintenant, en 2024, c'est quand même dur de dire qu'on ne sait pas que la cigarette tue. On le sait, c'est marqué sur les paquets, il y a des avertissements de santé dans tous les sens, on est au courant. Les jeunes sont au courant, ils sont dans la défiance, ils veulent toujours faire ce qu'on leur interdit de faire. Donc, c'est toujours particulier d'attraper un jeune et de lui dire surtout fais pas ça, parce qu'on a peut-être une chance de le faire basculer à faire ça, justement. Ce qui d'ailleurs a été une campagne de l'industrie du tabac où ils allaient dans les écoles en faisant de la prévention, en disant fumer c'est pour les grands. Et c'était extrêmement pernicieux. Très contre-productif. Et ouais, puis même c'était volontairement pernicieux pour dire fumer c'est pour les grands. Et qu'est-ce qu'un enfant veut? Être grand. Donc c'est délicat d'approcher ce sujet avec des jeunes sans avoir l'air d'être l'adulte qui interdit à un jeune de faire un truc cool. Faut avoir faut avoir la bonne approche là-dessus, c'est un peu compliqué. Et malheureusement, il y aura une part d'expérimentation. C'est pour ça aussi que, quitte à fumer des trucs, autant qu'ils fument de la vape, et évidemment, il faut leur expliquer que le mieux, c'est de rien faire. Mise au point avec la puff,
Ouais. C'est quoi votre position? Parce qu'on rappelle, ce n'est pas une cigarette électronique, c'est ces cigarettes jetables et qui se développent un peu chez des non-fumeurs, justement, chez les jeunes. Alors la puff, ça fait partie justement de ces produits très faciles d'accès, très faciles à dissimuler dans une trousse de crayon, très colorés aussi, facile à acheter, malheureusement parce que c'est vendu aussi dans des endroits où il n'y a pas vraiment de contrôle sur la majorité. Il faut le rappeler quand même que la vape, c'est quelque chose qui est réservé aux gens majeurs, et ça depuis très longtemps. Maintenant, est-ce que ces contrôles sont effectués à chaque fois qu'il y a un achat? Je ne pense pas. Il y a aussi beaucoup de ventes pirates sur les réseaux, via TikTok et tout ça, sur ces produits-là. Faut interdire la puff? Oui, clairement. Il faut l'interdire. Après, malheureusement, les interdictions de loi, on sait très bien où ça mène. Ça mène au marché noir. Ça va être compliqué de faire disparaître complètement cette habitude et de désinventer cette mode. Encore une fois, ça va passer par de l'éducation, ça va passer par des communications. Et si on enlève déjà tous les moyens, entre guillemets, légaux d'obtenir ces produits, oui, ce sera bien. Et écologiquement, de toute façon, c'est absolument pas viable. Oui, parce que c'est une catastrophe avec les déchets qui sont jetés un peu partout. Et incroyable. Ça peut être un argument d'ailleurs pour les jeunes qui sont jeter une batterie, oui. Et écologique. Alors on pourrait le croire. Et honnêtement, étant dans la vape depuis plus d'une décennie maintenant, on a vu ce produit arriver. Et on s'est dit, ça ne marchera pas vraiment en France parce qu'il y a quand même cette mentalité un petit peu écologique là-dedans. Et ça a pris quand même, malheureusement. Et ça a pris quand même, et j'ai été le premier surpris de ça. Et peut-être que le nouveau gouvernement va passer à l'action puisque c'était dans les tuyaux d'interdire la puff. On revient sur l'émission avec Sandra. On se rappelle de Sandra Sisley, mère de famille et personnalité publique. On ne la présente plus. Haute en couleur. Elle a provoqué la stupeur chez ses proches quand elle a réussi à décrocher de la cigarette grâce à la vape et grâce à des patchs nicotiniques qu'elle s'était fait accompagner. Son arrêt a encouragé, presque malgré elle, des fumeurs aussi en quête de motivation parmi tous ses followers. Les influenceurs et influenceuses ont un rôle essentiel aujourd'hui avec les réseaux sociaux pour encourager à l'arrêt du tabac. Alors, c'est délicat. Techniquement, communiquer sur la vape comme ça, c'est pas super légal, malheureusement. Par contre, ça doit être fait dans un certain cadre. Si c'est fait dans un cadre d'arrêt du tabac, comme l'a fait Sandra, par exemple, en disant « ça, c'est mon expérience, j'ai été addict au tabac ». Et comme on le fait ici sur Top Santé. Et comme on le fait ici. On n'est pas en train de dire fumer la e-cigarette, mais dans le cadre d'un arrêt du tabac, avec un accompagnement, la cigarette électronique peut être une période de transition. Tout à fait. Et c'est justement dans la promotion de cet outil-là pour arrêter de fumer, venant de personnes en plus comme Sandra qui n'hésitaient pas vraiment à s'afficher en train de fumer, c'est très bien parce qu'on se dit « ah, si elle y est arrivée, moi aussi ». Ça peut inspirer des gens à arrêter de fumer, c'est très bien. On perd quand même 220 Français par jour à cause du tabac. Plus on promotionne des façons d'arrêter de fumer dans ce pays, plus on tend à résoudre cette crise sanitaire qui est pour moi majeure. Oui, 75 000 morts du tabac chaque année. C'est-à-dire que c'est 700 000 en Europe. Un produit qui tue et qui est légal. Et ce qu'on ne peut pas enlever à la cigarette électronique, c'est que ça ne fait pas ce chiffre de morts. Absolument pas. Non. Ça fait 15 ans que ça existe et on est à 0 mort. Si on enlève évidemment, parce qu'on est toujours opposé à ça, mais il y a eu une crise aux États-Unis qui a d'ailleurs fait beaucoup de mal au marché, simplement parce que c'est des produits qui étaient illégaux, des produits, c'était de la drogue en fait, sous forme de liquide, qui contenait de l'acétate de vitamine E, qui est une huile, et qui a provoqué du coup des pneumonies truc-muche. Et eosinophiles, mais ce qui posait problème, ce n'était pas la cigarette électronique. La cigarette, c'est juste le vecteur, c'était le liquide et c'était ce qui était mis dedans. C'est comme taper sur les verres quand les gens boivent du curare dedans et dire ah, c'est le verre le coupable. Non, pas vraiment. On a reçu Hamza qui était formé en psychologie, en diététique, très sportif et coach en ligne. Alors lui, son histoire est un peu particulière parce qu'il n'était pas fumeur, parce qu'il était très sportif, mais il était très anxieux. Et il fumait du CBD. Après, il a arrêté, mais il continue la cigarette électronique juste pour avoir le goût, cette espèce de, il appelle ça ces moments de délice, un peu le côté sucré. D'ailleurs, ça lui avait permis d'arrêter cette addiction au sucre. C'est une vraie solution ou c'est un faux espoir contre les problèmes d'anxiété? C'est quoi votre avis? Le CBD est prometteur. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment l'industrie pharmaceutique n'a pas vraiment statué là-dessus, mais c'est prometteur. En tout cas, cette molécule est extrêmement prometteuse en termes d'aide à ce genre de choses. Après, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter par soi-même, un petit peu comme, je sais pas moi, la méditation, écouter de la musique calme, noter sa journée sur un calepin. Enfin, il y a tout un tas de méthodes comme ça pour se relaxer. Le CBD en fait partie.
Il existe d'ailleurs sous plein d'autres formes. Il y a les huiles, évidemment, il y a les pommades, il y a les huiles sublinguales. Et distribuées de manière légale dans des magasins qui ont pignon sur rue. C'est légal, en effet. Je déconseillerais, en tant que pas grand fan de la combustion, de le consommer sous forme de joints nouvelle génération, Lego, comme on peut le voir, sous forme de fleurs. Il y a plein d'autres façons de consommer du CBD qui sont tout aussi, voire plus efficaces, et qui conserve d'ailleurs plus une grande partie de la molécule. Et le message, je trouve, extrêmement sage de Hamza, qui était de dire faites-vous accompagner aussi, parce que les crises d'angoisse, ça peut être un vrai sujet médical. Il faut se faire accompagner par un psychologue, par un médecin, parce qu'il peut y avoir d'autres solutions, mais pourquoi pas dans un cadre très précis. En tout cas, Hamza, ça l'a aidé. Ouais. On a reçu Daria qui était notre comédienne, doubleuse de voix et maman d'un garçon qui déteste la cigarette, qui déteste aussi la cigarette électronique. Et quand la cigarette devient une histoire de famille, le sevrage tabagique n'est plus un choix strictement personnel. Elle l'expliquait aussi. Comment gérer les émotions compliquées des parents fumeurs? Parce que souvent, c'est entre la culpabilité, l'envie de montrer le bon exemple. C'est des sujets que vous abordez dans votre média? C'est des sujets que j'aborde avec mon fils, très exactement, parce qu'il me voit vapoter et évidemment, il est très au courant de pourquoi je le fais. Je lui ai expliqué les tenants et les aboutissants. Maintenant, il a 11 ans. Et ça, malheureusement, c'est l'âge auquel il rentre au collège. Et il va être confronté à ça. J'ai eu une très grande discussion avec lui il y a une semaine de ça, à ce sujet-là, justement, en lui disant si tu vois des puffs au collège, si tu vois des cigarettes, voilà. Donc, pas de puffs, pas de tabac, pas de cigarettes électroniques. Rien. S'il peut, rien. J'aimerais bien, comme tous les parents. Et évidemment, c'est le message à transmettre aux enfants. Maintenant, il y a des gradations qu'il faut établir avec les enfants, et je pense qu'il y a pas fumer, vaper une puff en zéro pour faire comme les copains, sans nicotine, pour faire style, c'est encore une chose. Et il y a la nicotine derrière, qui est totalement à éviter quand on est jeune, parce que c'est pas super bon pour le développement du cerveau, c'est pas super bon de commencer à être addict à 11 ans, et de commencer à comprendre ce que c'est que ce phénomène d'addiction, ce qui devient très très dur. C'est très très dur de s'en défaire quand on vieillit. Plus on a commencé jeune, plus c'est dur d'arrêter plus tard. Expliquer de la communication entre les parents et les enfants et éviter à tout prix de tomber dans une addiction, quelle qu'elle soit. Bien sûr. Et notre autre invité, c'était Fatia, on se rappelle de Fatia, professeure, qui en discutait, était fumeuse, en discute avec ses élèves, qui sont maintenant des étudiants quasiment, hein, puisqu'elle a des grands élèves de 16 à 20 ans. À partir de quel âge et de quelle façon on peut ouvrir le dialogue au sujet du tabagisme, justement, avec les enfants, les ados, les jeunes adultes? Le plus tôt, c'est le mieux? Le plus tôt, c'est ce que j'ai appliqué à mon cas, hein, personnellement, on en parlait à l'instant, mais... le plus tôt, c'est le mieux. Le tabagisme, malheureusement, et n'en déplaise à beaucoup de parents, ça arrive très tôt et ça commence au collège. Généralement, ça commence au collège, parfois même à l'école primaire, dans des cas plus extrêmes, mais souvent au collège. Donc, dès que l'enfant, l'adolescent est confronté à ça, il faut tout de suite ouvrir le dialogue. Il n'y a pas de... Et éviter d'être trop dans le prosélytisme, je pense. Ça, c'est une opinion personnelle, mais... Et dans le dissuasif, c'est quoi? C'est plus dans l'explication? Il faut faire confiance à l'intelligence des enfants. Je pense que infantiliser les enfants trop et leur supprimer ce pouvoir de décision qu'ils ont, ça peut être que motivateur dans leur élan de défiance qu'ils ont à leur âge. Et puis montrer l'exemple. Bien sûr. C'est sûr qu'un parent fumeur aura un discours un peu moins crédible. Mon père était fumeur d'énormes cigares toute sa vie, jusqu'au triple pontage. Donc ça a été un petit peu compliqué pour lui de me faire la morale sur le tabac, en effet. Merci David d'être revenu sur ces émissions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans Docteur, j'ai arrêté. Parce que l'objectif, effectivement, c'est d'arrêter. Ça peut passer par la cigarette électronique aussi. À très vite.